Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors, pour ceux qui l'écoutent d'entrée de jeu, le mardi à 8h, j'ai un petit cadeau cette semaine pour vous. Cette semaine, j'ai décidé de vous donner des petits conseils pour la Saint-Valentin en fait. Pourquoi la Saint-Valentin ? Parce que logiquement, si vous l'écoutez le podcast à la date de sortie, la Saint-Valentin c'est dans pas très longtemps, donc vous avez le temps de vous préparer un petit peu à ça. Et je vais vous proposer, je l'ai déjà fait, j'ai déjà rédigé tout ça, des recettes, des petites recettes, entrée, plat, dessert, et des petits conseils aussi par rapport au fait que à 18h on est tous en couvre-feu, donc du coup pas de resto, pas de tous ces trucs-là pour la Saint-Valentin. Donc je vous ai mis dans la description, vous avez juste à cliquer un petit PDF avec des recettes et des petits tips comme ça pour justement inverser ce côté couvre-feu à 18h. Donc vous cliquez, vous téléchargez, puis vous avez tout ça, les petites recettes et les petits outils. Voilà, donc on démarre l'épisode du jour avec l'actualité. Donc l'actualité, qu'est-ce que j'ai récupéré comme actualité ? On va parler d'huile d'olive, on va parler de diète cétogène et de musculation, on va parler également de psychologie et de corps imparfait. Et juste avant de démarrer, il y a aussi autre chose que je voulais vous partager. Pareil, c'est dans les notes de l'émission, là, dans la petite description. J'ai sorti ce week-end une grosse vidéo qui s'appelle « Comment motiver ta copine à faire du sport ». Alors, ta copine ou un proche. Ta copine, ça peut être ta petite copine, ta femme, ta chérie, ou ça peut être ta copine si c'est ta copine, ta collègue de travail ou autre. Et on sait qu'il y a une grosse problématique à ça, c'est quand il y en a un des deux qui fait du sport, l'autre parfois il aimerait bien en faire aussi dans le couple ou dans le cercle d'amis, mais il répond pas aux mêmes motivations que toi. Et donc du coup, t'as beau lui expliquer pourquoi toi tu t'es mis au sport, ce que ça t'a apporté, etc. Ça marche pas en fait. La personne, elle a pas envie, elle a pas le déclic comme toi t'as pu avoir. Et en fait, ça, avec les années, tu verras que... toi, tu verras pas avec les années, tu verras en un clic si tu vas voir la vidéo, mais moi, j'ai compris avec les années que les personnes ne répondent pas du tout aux mêmes, on va dire, sollicitations mentales et motivationnelles que nous. Et j'ai mis un plan, vraiment une grosse grille de lecture, un plan, un truc à suivre pour que tu puisses motiver quelqu'un. Alors, la seule condition... Vraiment, la seule condition qu'il y a, c'est qu'il faut que tu connaisses la personne. C'est-à-dire que si c'est un parfait inconnu, que tu connais pas la personne, ça marchera pas. Par contre, si tu la connais un peu, ça marchera bien. Et surtout, tu vas pouvoir vraiment la motiver et de manière... c'est d'une manière saine. C'est pas d'une manière malsaine en disant regarde t'es gros, t'es grosse ou t'es trop maigre ou t'es en mauvaise santé. Non, c'est pas du tout sur ces leviers-là qu'on va appuyer. C'est sur d'autres leviers bien plus positifs. Et je suis très très fier d'avoir sorti ça. Alors par contre, je te recommande une chose, comme j'expliquais dans le mail. Si t'as pas ouvert tes mails ce week-end, va les voir parce que je t'ai envoyé le mail justement avec la vidéo. Écoute-le quand même, quand je dis discrètement, c'est ne mets pas la vidéo en grand avec le son à fond quand tu es avec la personne, soit ta copine, soit ton mec, soit ton ami que tu veux motiver à faire du sport, sinon ça marchera pas en fait. Faut vraiment, tu te mets le casque sur les oreilles, tu te l'écoutes tranquillos quand tu fais ta séance de cardio ou autre. Et tu prends des notes, il y a le PDF avec, donc t'as pas besoin de prendre des notes logiquement. Tu auras le petit PDF une fois que t'auras regardé la vidéo. Et j'en suis vraiment fier de ce contenu-là parce que il y a eu un gros travail pour essayer de comprendre pourquoi certaines personnes se sont motivées, comment j'ai pu les amener à faire du sport directement ou indirectement. Et j'en suis très fier. Donc du coup, va voir, t'as le lien dans les liens à suivre là dans la description. Comment motiver ta copine à faire du sport et puis tu peux y accéder directement. Alors les sujets du podcast, les sujets clés du podcast. J'ai récupéré sur lanutrition.fr un article diète cétogène et musculation.
Donc, je te cite des parties de l'article que j'ai trouvées pertinentes à te partager. Donc, une étude publiée dans The Journal of Strength and Conditioning, avec l'accent, Research, a examiné l'impact d'un régime cétogène par rapport à un régime occidental classique sur les changements de la composition corporelle, les performances, les lipides sanguins et les profils hormonaux de 25 athlètes de force masculins. Les participants ont suivi ce schéma pendant 10 semaines. Lors de la 11e semaine de l'étude, les chercheurs ont réintroduit les glucides dans l'alimentation du groupe cétogène. Donc pour le résultat, le régime cétogène a permis une perte de masse grasse plus importante ainsi qu'un taux de testostérone plus élevé. Aucun changement dans les mesures des lipides sériques n'est survenu dans les semaines 1 et 10. Cependant, une réintroduction rapide des glucides entre les semaines 10 et 11 a augmenté les niveaux de triglycérides plasmatiques dans le groupe cétogène. La performance a aussi été impactée de manière positive. Donc il y a assez peu d'études finalement de choses qui se disent sur la diète cétogène et la muscu. Alors moi j'apparenterais plus ça à la diète très pauvre en glucides, très pauvre en glucides. J'aime pas trop dire le terme cétogène, mais bon là l'étude c'était là-dessus. Forcément quand on habitue son corps à tourner avec des graisses, en tout cas pour l'énergie, quand on va réintroduire les glucides, c'est un petit peu comme, on passe avec double apport énergétique, et donc du coup le corps au début il doit réagir de manière aiguë et forcément si on a beaucoup de graisse et qu'on apporte beaucoup de glucides en même temps, donc entre la semaine 10 et 11, forcément les taux c'est normal que les triglycérides plasmatiques augmentent en fait, puisqu'il y a une habituation avec la diète cétogène, et quand on réintroduit les glucides, donc quand on n'est plus en cétogène, on se retrouve avec beaucoup plus d'énergie qui circule. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de sportifs de haut niveau se servent de la diète cétogène, non pas pour performer avec la diète cétogène, mais pour performer quand ils réintroduisent après les glucides, parce que justement ils sont habitués aux graisses, et donc en apportant aussi des glucides, en étant habitués aux graisses, ils utilisent bien leurs graisses, et en apportant des glucides après, ils vont utiliser aussi les glucides, donc ils ont un peu comme une voiture hybride, quoi. Ils ont deux carburants, quoi. Et je trouvais ça intéressant de vous en parler. De toute façon, tous ceux qui ont fait une diète très pauvre en glucides, un petit peu plus haute en lipides, avec des protéines normales, on va dire, donc une diète ou cétogène, ou on va dire phytogène, plus adaptée au fitness, quoi, ils ont remarqué que finalement leur niveau de force et tout ne baissait pas. En fait, là où ça baisse beaucoup, c'est quand il y a vraiment des régimes hypocaloriques, quand on mange vraiment pas assez par rapport à ce qu'on fait comme dépenses physiques. C'est là où ça devient problématique pour les niveaux de force et tout. Mais si on est dans un apport, on va dire, entrée-sortie équivalente, voire un petit peu supérieure, là, la force, elle n'a pas trop de raison de baisser. Et beaucoup de personnes lient l'énergie aux glucides. C'est faux. En fait, il faut lier l'énergie au glucose, qui n'est pas la même chose. Le glucose et les glucides, ça n'est pas la même chose. C'est-à-dire que le glucose circulant dans votre organisme ne provient pas essentiellement des glucides consommés dans la diète. Ça provient d'un processus de digestion, d'un catabolisme X ou Y. Vous pouvez manger des protéines, et dans les 2 heures qui suivent, ça va augmenter votre taux de glucose sanguin, et pourtant vous n'avez pas mangé de glucides. Donc il y a vraiment, il faut faire cette distinction entre glucose et glucides. Le glucose circulant ne provient pas essentiellement des glucides, et les glucides, quand vous les consommez, ça va faire augmenter le glucose évidemment, mais pas que. Il y a aussi les protéines, il y a aussi les graisses, il y a aussi tout un tas de processus après de régulation au niveau de l'organisme qui va faire que votre taux de glucose peut monter ou baisser. Donc voilà. Deuxième petite actualité où on va dire, c'était d'actualité parce que l'article est sorti récemment, mais c'est pas vraiment d'actualité dans les connaissances. C'est sur l'huile d'olive. Donc là, c'est un article de planetsanté.ch, donc nos amis suisses, qui ont partagé un article qui s'appelle, je sais plus comment d'ailleurs, mais en tout cas, c'est sur l'huile d'olive. Et j'ai récolté des petites choses le titre, c'est « Les appellations de l'huile d'olive traduisent son mode de production ». Premier point, l'huile d'olive vierge, ça veut dire pure, ne contient pas d'autres huiles, et pressée à froid. Donc ça va vous aider en fait à choisir quand vous voyez les packaging, pour vous aider à comprendre un petit peu ce que vous achetez. Donc quand il y a marqué huile d'olive vierge, ça veut dire qu'elle est pure, ne contient pas d'autres huiles, et pressée à froid, donc pure et pressée à froid, ou peu chauffée afin de conserver ses propriétés nutritionnelles et gustatives. Deuxième point, huile d'olive extra vierge, issue d'une première pression à froid mécanique sans recours à des produits chimiques.
Et troisième point, huile raffinée, issue d'une extraction chauffée industrielle, souvent dans un souci de rentabilité. Et le dernier petit point que j'ai noté, pour l'huile d'olive extra vierge, ce niveau se situe à 166 degrés pour le point de fumée. Vous savez, le point de fumée, c'est quand votre huile se dégrade quand vous la cuisez. Et bien, par exemple, pour l'huile d'olive extra vierge, donc celle qu'on rechercherait en priorité, entre guillemets, et ben c'est 166 degrés. Donc pour des cuissons extrêmement douces, ça peut faire l'affaire, mais à partir du moment où vous faites des cuissons un peu vives à la poêle et tout, les 166 degrés sont dépassés, et là ça devient problématique. Pareil pour des cuissons au four. Alors on entendait souvent 180 degrés, eux c'est précis, nos amis suisses sont précis, c'est 166 degrés. Voilà. Que dire par rapport à l'huile d'olive ? L'huile d'olive étant quand même l'huile la plus recommandée, etc., dans les diètes santé, etc. Beaucoup de personnes pensent que dans l'huile d'olive, ils confondent l'huile d'olive bonne graisse oméga 3, ce qui n'est pas vrai. En fait, l'huile d'olive, c'est plutôt des oméga 9, et d'ailleurs, le profil oméga 6, oméga 3 est plutôt défavorable dans l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive apporte d'autres choses, des polyphénols, etc. Donc des choses qui sont profitables pour le maintien de la santé, etc. Donc ça reste des bonnes graisses, mais ça n'est pas une source d'oméga 3 comme on l'entendrait pour le sportif ou même pour la personne sédentaire, pour la bonne santé. Donc l'huile d'olive, oui, c'est bien, mais ne comptez pas que sur ces huiles-là, que sur l'huile d'olive pour avoir un apport de graisse satisfaisant au niveau de l'organisme. Donc, moi, vous savez que il y a une part pour tout. Il y a une part pour les graisses saturées, donc les graisses des viandes, etc. Une part pour les graisses comme l'huile d'olive, comme pareil l'huile de colza, même si l'huile d'olive est quand même mieux parce que le goût est plus sympa. Il y a également l'huile de macadamia qui est beaucoup utilisée aux États-Unis et qui pourrait être de plus en plus utilisée en France, mais bon, on trouve quand même beaucoup plus de l'huile d'olive en France. Et on a après tout ce qui est les oméga 3 et tout, donc on va plus se retrouver dans les huiles de poisson, donc les huiles marines entre guillemets. Donc c'est là où en fait on trouve un bon équilibre, c'est quand par exemple, ok, vous avez votre huile d'olive dans votre petite salade, mais avec, si vous avez un morceau de saumon, un morceau de maquereau, là vous avez un ratio qui devient plus intéressant pour les oméga 3, etc. Même, en fait ce qu'il ne faut pas, c'est toujours consommer des aliments qui ont un ratio défavorable en oméga 3. Parce que là, vous allez faire qu'encourager un ratio défavorable. Donc, quand il y a trop d'oméga 6, en fait, c'est pro-inflammatoire. Gardez ça en tête. Et donc, du coup, d'essayer de compenser ça par un apport un peu plus massif en oméga 3 d'origine marin, ça viendrait un petit peu corriger ça. En tout cas, ça sera moins dans l'extrême aux côtés des oméga 6 par rapport aux oméga 3. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Je trouvais ça intéressant. Et ensuite, c'est un article de psychologie que j'ai récolté pour vous. Donc, Luce Janin Desvillard, psychologue et coach, nous aide à devenir imparfait. Alors, je vais parler un petit peu, je vais citer l'article et puis après, je vais donner mon point de vue là-dessus. Donc, dans l'article, je cite « Admettre que nous ne sommes pas parfaits, c'est accepter d'être aussi indulgent avec soi-même que nous le sommes avec les autres, et refuser d'être sur tous les fronts. Souvent, derrière la course à la perfection se cache la crainte de perdre les autres. Mais il faut garder en tête que même en n'étant pas parfait, on continuera à être aimé. » Donc, belle parole, je trouve ça cohérent, pas de problème. Moi, après, fin de citation. Après, par rapport à ce que je viens de citer, j'ai quand même une problématique. Moi, personnellement, il y a une problématique dans le côté où accepter d'être imparfait. En fait, ça me pose un problème parce que, déjà, il faudrait citer ce qu'est la perfection. Donc, la perfection, c'est très individuel. La perfection pour peut-être une nana, je sais pas, pris au hasard, ça serait de rentrer dans une taille 38-40. Et peut-être que pour une autre, ça serait de rentrer dans du 42. Ok. Pour une autre nana, ça serait d'avoir une poitrine plus importante. Ok. Pour une autre, ça serait une poitrine plus mince, moins grosse. D'accord. Donc la perfection, quand même, diffère par rapport à ça. Après, chez les hommes, ça pourrait être de prendre un petit peu de gras parce qu'ils se trouvent trop maigres. Donc pour eux, la perfection, ça serait plus 3-4 kilos de graisse pour être un petit peu plus volumineux. D'autres, ça serait de la masse musculaire. D'autres, ça serait de perdre du gras. Donc en fait, d'autres, ça serait d'être chauve, d'autres, ça serait d'avoir des cheveux. Bon, chauve, c'est facile, tu te rases la tête, mais d'avoir des cheveux, c'est plus compliqué. Donc la perfection, elle est être parfait, c'est individuel. C'est-à-dire que c'est par rapport à l'image qu'on a de la perfection qu'on va pouvoir se juger imparfait.
Et après, là où j'ai encore une problématique, donc je vais aller encore plus loin, c'est que admettre que nous ne sommes pas parfaits, c'est accepter d'être aussi indulgent avec soi-même que nous le sommes avec les autres, blablabla. Donc il faut accepter en gros d'être imparfait. Ouais. Enfin, en fait, non. Moi, en fait, c'est le mot imparfait qui, je trouve, est péjoratif. Et donc, du coup, si on l'accepte, ça veut dire qu'on se dégrade un petit peu. Pourquoi ne pas plutôt se dire, OK, dans l'état dans lequel je suis à la perfection dans ce que je suis. Donc, je sais, vous allez dire, il part loin, et vous avez raison. Mais par exemple, aujourd'hui, si moi, je me qualifie parfait, ça ne veut pas dire que je suis parfait pour tout le monde. Mais je trouve que c'est intéressant d'accepter qu'on se trouve soi-même bien et parfait dans le sens, en tout cas à la hauteur des efforts qu'on fournit, plutôt que de toujours courir après une perfection qui ne nous appartient pas. C'est-à-dire la perfection des réseaux sociaux, la perfection de, je sais pas, des magazines, des séries télé, des films et tout ça. Donc, moi je suis contre l'acceptation de l'imperfection, dans le sens où accepter qu'on est imparfait, c'est en fait se dévaloriser. Vous êtes déjà parfait, en fait. Vous êtes déjà, étant donné qu'il n'y a pas de perfection globale, vous êtes déjà parfait dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. Vous êtes le parfait reflet des actions de votre quotidien, de votre style de vie et tout ça. Vous n'êtes pas imparfait. Imparfait, ça voudrait dire que par rapport à tout ce que vous faites dans votre quotidien, quelle que soit votre diète, quel que soit votre entraînement, il y a un bug qui est soumis au hasard et à l'extérieur, à quelque chose qui ne vous appartient pas, qui vous rend imparfait. Vous voyez où je veux en venir ? Vous n'êtes que le résultat parfait des actions que vous avez menées jusqu'à aujourd'hui. Autrement, c'est pas possible. Ça voudrait dire, je me répète, que quelque chose d'extérieur à vous, donc complètement indépendant de votre volonté et de vos actions, a donné un résultat qui n'est pas en relation avec vos actions. Donc voilà. Mais pour moi, l'imperfection, c'est ça. C'est de faire quelque chose qui doit donner un résultat, et ce résultat n'y est pas, mais pas par votre faute, mais par quelque chose d'extérieur. Donc, accepter l'imperfection, non. Vous êtes parfait par rapport à tout ce que vous avez fait. Donc, si vous vous entraînez et que vous mangez de manière X ou Y protocole, avec X ou Y protocole, eh ben, vous êtes que le reflet parfait de ce que vous faites. Donc c'est comme ça que moi je vois plutôt les choses, et personnellement j'ai toujours trouvé ça beaucoup plus motivant de voir les choses comme ça. Alors peut-être qu'on n'est pas tous câblés de la même façon, mais je trouve ça beaucoup plus intéressant de voir les choses comme ça, parce que à partir du moment où on s'accepte comme imparfait, ça laisse la porte ouverte à tout un tas de comportements, puisqu'on se dit de toute façon, vu que je suis imparfait, c'est pas grave, je peux m'autoriser telle ou telle chose. Et vous savez que moi je suis plutôt dans l'optique de solutionner des problèmes, de résoudre des problèmes, de résoudre des problèmes, d'essayer d'avancer. L'acceptation de l'imperfection, pour moi, c'est plutôt être dans le côté vous savez, cool, roots, bohème, etc., où on est plutôt dans le côté advienne que pourra, etc. Et alors ça va peut-être dans un monde où on n'est pas dans le fitness et tout, mais moi pour rappel, je parle sous couvert du fitness et du style de vie qui va avec, en tout cas celui que j'essaye d'instaurer, enfin que moi je me suis appliqué et que j'essaye d'instaurer chez ceux qui m'écoutent. Fitness ça veut pas dire dépassement de soi, etc. Le fitness veut dire qu'on n'est jamais on se laisse jamais aller sur le toboggan des mauvaises habitudes, etc. On est plutôt, nous, à monter les échelles, à monter les marches, à monter les échelons progressivement dans un style de vie qui est quand même agréable, mais on se laisse pas aller à ce côté imparfait, on se satisfait de ce que l'on a, etc. Et même si on n'est pas comme on aurait aimé, etc. Moi, personnellement, j'aime pas trop ça. Je préfère être dans le côté où tout ce que je fais au quotidien a quand même un sens. Tout ce que je fais au quotidien dans le style de vie fitness évidemment a quand même un sens, et trouver un équilibre entre plaisir de vivre et parce que je pense aussi que le plaisir de vivre passe par l'acceptation, donc le côté où on se trouve bien, avec une certaine forme de perfection, mais ça n'est, le cheminement ne se fait pas dans l'extrême confort et le laisser aller. Ça se fait dans les habitudes saines, dans des habitudes de vie un petit peu plus contraignante que celui ou celle qui se laisse aller. Donc c'est toujours très compliqué d'expliquer une façon de penser,
C'est pour ça que je prends du temps dans ce podcast pour essayer de parler un peu de ça. Et je pense que déjà cette psychologue est bien plus qualifiée que moi pour en parler, puisque c'est son job. Elle est psychologue et coach, je pense je sais pas, peut-être en développement personnel ou autre. Et elle a certainement une logique derrière tout ça. Donc allez voir son travail. Peut-être que ça vous parlera plus que ce que je suis en train de vous dire. Moi, j'ai un regard de progrès. Enfin, on fait pas de la muscu ou du fitness pour stagner et s'accepter tel que l'on était, puisque si on part du principe qu'on s'est mis au sport, c'est pour changer quelque chose, ou sa forme physique, ou son taux de gras, ou sa masse musculaire, ou tout un tas de choses d'ailleurs qui ont un lien direct avec le fait de s'entraîner. Donc du coup, nous, on ne s'accepte pas imparfait. On s'accepte. En fait, on s'accepte comme on est, mais on cherche toujours à améliorer un petit peu les choses. Donc moi, le petit mantra que je vous donne, c'est de plutôt s'accepter comme parfait. Ne vous acceptez jamais comme imparfait, parce que vous ne l'êtes pas en fait imparfait. Vous l'êtes par rapport, si vous l'êtes, si vous vous acceptez imparfait, c'est que vos critères, ils ne sont pas bons. C'est-à-dire que vous ne basez pas votre jugement sur vous-même par rapport à ce que vous avez fait, mais par rapport à un idéal. Et d'ailleurs, chez les femmes, il est beaucoup plus lointain, beaucoup plus extrême que chez les hommes. Sachez-le, les études l'ont montré. Vous vous basez par rapport à un idéal qui est soit inatteignable, par exemple, je sais pas, changer votre ossature, changer votre couleur des yeux, des cheveux et tout ça. Mais la réalité, c'est pas ça. C'est-à-dire que vous, par rapport à votre structure, votre morphologie, votre anatomorphologie, votre génétique, tout un tas de choses, votre style de vie, vous pouvez refléter la perfection. C'est-à-dire que vous avez une perfection qui vous appartient. Et je trouve ça beaucoup plus motivant et beaucoup plus chaud, en tout cas comme façon de penser, pour moi en tout cas, que le fait de s'accepter comme imparfait. En fait, pour moi, c'est un petit peu comme, vous savez, en psychologie, on parle souvent à partir de la trentaine, on commence à accepter une certaine réalité des choses, on est beaucoup plus posé, on regarde plus en arrière et moins en avant. Et moi, j'aime pas trop ce truc-là, et je l'applique un petit peu à ça, c'est de ne pas accepter que c'est fini, ou de ne pas accepter, alors il y en a qui vont dire c'est le déni, je pense pas, on peut accepter que, par exemple, l'enfance est terminée, l'adolescence est terminée, la jeune vie d'adulte est terminée, mais ça veut pas dire que tout est terminé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de choses à faire progresser. Et en fait, le discours de personnes qui abandonnent, souvent on le retrouve quand ils disent « Est-ce que tu penses qu'à mon âge, c'est encore possible ?» Ça, je l'ai entendu à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, des personnes qui ont 30, 40, 50 ans, avoir le même discours. Et en fait, le point commun entre ces personnes-là, c'est qu'ils ont arrêté. Enfin, pour eux, ça y est, ils ont mis pause. Comme si, psychologiquement, ils étaient sur la pente descendante depuis quelques années ou quelques mois, et qu'en fait, ils disent « Est-ce que c'est possible pour moi ?» Mais ça, c'est qu'une perception. Alors forcément, avec les années, c'est moins facile de prendre du muscle, c'est plus difficile de délocaliser du gras, etc. Mais ces personnes-là, c'est marrant parce qu'ils ont accepté qu'il y a une dégradation avec le temps, mais par contre, ils n'acceptent pas de voir le monde autrement qu'avec les yeux de 20 ans, c'est-à-dire des yeux de « Ah, si c'est plus possible, alors j'arrête ». Non, en fait, il faut regarder avec les yeux de l'âge qu'on a. C'est-à-dire qu'à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, 60, 70 et 80, il y a toujours une possibilité de progression, mais avec les yeux de quelqu'un qui correspond à votre âge. C'est-à-dire, il faut avoir le regard de votre âge, et là, il y a une progression. Mais si vous avez le regard et les objectifs d'une personne de 20 ans quand vous en avez 40, forcément, vous allez avoir un bug. Donc, quand il y en a qui disent qu'il faut accepter et pas être dans le déni, c'est dans ce sens-là que je vois les choses, moi. Alors, je sais que ça fait un peu philo, mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il faut progresser avec un regard concret de l'âge qu'on a aujourd'hui, et pas de l'âge qu'on avait il y a 20 ans. Parce que c'est là où ça crée des bugs, et ça crée aussi un côté négatif, parce que si on a le regard d'une personne de 20 ans qui a mal nulle part et qui, juste en coupant les sodas, il arrive à maigrir, quand on en a 40, juste couper les sodas, ça fait pas grand-chose. Enfin, ça fait pas grand-chose, ça fait toujours du bien, mais les résultats vont pas être aussi significatifs. Donc toujours voir le monde avec les yeux de l'âge qu'on a, en fait, et pas des yeux du passé regretté ou je sais pas trop quoi. Enfin bon, quand même, avec le fitness, on a toujours un avantage, j'en parlais avec quelqu'un que j'avais en consultation la semaine dernière. L'avantage, on parlait de ses 50 ans. Je lui dis l'avantage, c'est que tu vois, tu vas être mieux à 60 qu'à 50 si tu continues comme ça.
Et je trouve ça bien en fait avec le style de vie fitness, c'est que plus on avance, mieux on est quoi en fait. Alors la seule, et vous allez voir là ça va vous réchauffer un peu, les seules personnes qui seront moins bien à un âge avancé que jeunes, c'est ceux qui ont commencé le sport vraiment à 12, 13, 14 ans, vraiment ils ont été toujours à fond, donc forcément eux ils ont eu leur potentiel maximal assez jeunes. Et donc du coup, on peut pas progresser à l'infini quand on est pratiquant naturel. Hein, on progresse toujours un peu, mais c'est de moins en moins visible. Donc eux, ils vont plutôt lutter pour essayer de ne pas trop régresser, passer, on va dire, la 50, soixantaine, enfin surtout 60 ans, on va dire. Alors que ceux qui s'y mettent à 40, non, la progression ne se fait pas comme ça. C'est ça qui est intéressant. Et je trouve ça encourageant parce que pour les personnes qui s'y mettent tardivement, eh ben, ils ont de très belles années devant eux et devant elles, quoi. Donc voilà, je m'arrête ici. Enfin non, je m'arrête pas ici. Il y a encore autre chose. Je vous le répète, mais pour ce fameux PDF, pour savoir, parce que là, la Saint-Valentin, ça approche. Là, je crois que c'est dimanche prochain, même c'est sûr. Donc, couvre-feu à 18h. Si vous voulez passer une bonne soirée, vous avez le lien, le petit PDF à télécharger. C'est gratuit, hein. Il n'y a rien de payant là-dedans. Hein. C'est un petit PDF au lieu de l'avoir sous forme comme ça dans une description bête. Vous avez le PDF comme ça, vous pouvez le lire ou le relire tranquille. Et vous avez 3 recettes entrée, plat, dessert pour vous passer une bonne petite soirée avec votre chéri enfin votre chéri masculin, féminin ou autre d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui il y a autre aussi, il faut ajouter. Donc voilà. Et vous cliquez, vous téléchargez et puis vous passez une bonne soirée. Et pour la formation sur comment motiver ta copine à faire du sport ou ton mec à faire du sport, c'est pareil, le lien est dans la description. Peut-être que je le mettrai dans le PDF aussi pour pas que tu l'oublies. Et voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine, une très bonne Saint-Valentin. Pour les célibataires, écoutez, on est tous passés par là. Une Saint-Valentin en célibataire, c'est pas cool, mais un bon binge-watching de Netflix avec des séries un petit peu sympas, ça peut le faire. Et d'ailleurs, en parlant de séries, il y a une série que je vous recommande, que vous trouverez nulle part, sauf si vous fouillez un petit peu, c'est la série Hannibal. Regardez-la, faut être un peu accroché, super décor, super ambiance, c'est un peu glauque, faut être un peu accroché, mais très bonne série, j'adore. Moi j'aime bien, vous savez, les séries un peu comme ça, qui sont un peu sous le manteau, on n'en entend pas forcément parler, mais j'ai vraiment apprécié, au niveau psycho, elle est rude. Hein. Voilà, je m'arrête ici, vous avez tout en description, bye bye. Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles hein, sur la plateforme que tu préfères, hein, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.